Donc c'est chez vous ici, hein, depuis de nombreuses années? Je vis à l'année là depuis presque 15 ans, mais j'ai passé toute mon enfance sur ces Ah oui, plages-là. c'est vrai. Et là, comment vous allez 4 mois après cette démission fracassante? À titre personnel, privé, familial, tout va bien. J'ai retrouvé un rythme de vie, ma famille. Après, dès que votre esprit et votre conscience se réveillent, que vous regardez l'état du monde, ce qui se passe en France, le dernier rapport du GIEC. Parce que votre constat quand même sur l'état de la planète, il est assez... Honnêtement, je suis assez inquiet. Je suis inquiet alarmant. parce que je suis inquiet et en même temps, je garde l'espoir. Je garde l'espoir parce que si l'intelligence de l'homme voulait bien se coordonner, je pense qu'on peut résoudre toutes les équations encore maintenant, mais on a très peu de temps. La vie sur Terre tient du miracle. On a envoyé des sondes partout. D'ailleurs, dernièrement, il y en a une qui a été, je crois, dans le point le plus éloigné où on n'avait jamais été. Il n'y a pas l'ombre d'un début de commencement de preuve de vie. Et le seul petit endroit dans cet univers infini où la vie est pu essaimer, c'est sur Terre. Donc on bénéficie de ce miracle. Mais il tient à très peu de choses. Il tient à une petite pellicule au-dessus de la tête qu'on appelle l'atmosphère. Si on en change la composition, comme on est en train de le faire, il n'est pas sûr que la vie puisse continuer à s'épanouir. Et il y a une petite couche qu'on a sous les pieds, pas ici mais là, qui s'appelle l'humus, et sans laquelle on ne peut pas se nourrir. Et si chacun avait conscience de ça, je pense qu'on se prosternerait tous les jours devant le miracle de la vie. Vous êtes l'homme politique le préféré des Français. Vous n'avez pas réussi à convaincre le gouvernement de bouger. Comment on va faire pour convaincre les gouvernements qu'il faut affronter sérieusement les désordres de la planète? Nous n'avions pas la même conscience de l'importance des changements qu'il fallait opérer. Vous n'aviez pas le même diagnostic? Pas le même diagnostic. Je l'ai dit dans une formule qui n'est peut-être pas très heureuse, mais enfin, vous vous mettez pas dans la même situation si vous pensez que vous avez une bronchite ou si vous avez un cancer en phase de métastase. Et la planète est dans une situation de cancer très avancée. C'est un plan Marshall qu'il faut. On n'en est pas là, parce que l'apathie, elle est partout. Elle est peut-être dans le gouvernement, mais elle est aussi dans la société. Je ne veux pas faire croire qu'avec des moyens limités, on va résoudre des équations aussi complexes. Moi, quand je réclame que, par exemple, les banques centrales, comme elles l'ont fait en 2008 pour sauver le système bancaire, puissent émettre des milliers de milliards de dollars ou d'euros pour investir dans la transition énergétique, parce que ça va nous épargner des dépenses considérables, et que quand on investit pour la sobriété énergétique, quand on investit pour produire de l'énergie à partir d'énergies qui sont gratuites à terme, ce n'est pas des dépenses inutiles. Si on ne sort pas des sentiers battus, alors qu'on est dans une situation inédite, l'humanité ne s'est jamais trouvée dans une situation aussi délicate, avec des menaces d'une telle amplitude. Si on reste dans les chemins traditionnels, on trompe son monde. Et moi, je ne voulais pas tromper son monde. Vous avez mis en cause les groupes d'intérêt, par exemple. Vous êtes en permanence confronté à des intérêts particuliers qui, additionnés, ne font pas évidemment l'intérêt général. Donc on parle des pétrolières, de l'industrie agricole, Vous avez, quand vous êtes ministre de la Transition écologique et solidaire, comme je l'étais, vous êtes à la croisée de tous les groupes de pression. Automobiles, pétroliers, chimiques, agricoles, que sais-je encore. On entretient une forme de mystification. On pense que l'écologie, c'est juste un changement de cap. C'est vraiment un changement de logiciel, c'est un changement de paradigme. Si nous avions 40 ans pour résoudre ce sujet-là, je pense qu'on a été très loin dans l'excès et que l'humanité va revenir dans une forme de sagesse, de sobriété, etc. On n'a plus le temps. Vous dites, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Pourtant, pour beaucoup de gens, ça reste lointain, tout ça. Ça reste lointain, quoique dans nos propres pays, y compris chez un de vos voisins aux États-Unis, vous allez en Californie, les conséquences des changements climatiques, c'est plus une vue de l'esprit. Moi, quand j'étais ministre, je devais régler des problèmes d'érosion de traits de côte qui étaient impensables avant. C'est-à-dire maintenant avec des gens dont les habitations sont menacées par le recul du trait de côte. Nous avions des inondations à répétition, ce que nous n'avions pas. Des extrêmes climatiques, voilà. Nous commençons à avoir des problèmes maintenant pour adapter l'agriculture à des changements de température. Donc les phénomènes sont même visibles à l'œil nu, y compris chez nous. Avant, évidemment, il fallait être aux Philippines ou au Sahel pour se rendre compte, ou dans les îles océaniennes, des conséquences des changements climatiques. Mais les phénomènes s'accélèrent. Mais disons, à partir de maintenant, la solution, elle passe par où, selon vous? Il faut que les citoyens donnent un message implicite, clair, une sorte d'injonction politique en leur disant « nous sommes prêts ». Vous voyez, en France, il y a eu des jours-ci
initiative qui s'appelle l'affaire du siècle, où en l'espace de quelques jours, plus d'1,8 million de citoyens ont demandé à l'État, dans une action juridique, d'agir conformément aux objectifs, notamment que la France a pris à la COP 21. Ouais, au Québec, on a un pacte de transition Voilà. aussi. Bon, mais il faut que par tout les ça artistes. se multiplie. Mais il faut aussi que les gens, on descend dans la rue pour son pouvoir d'achat, et je le comprends. Mais enfin, on descend très faiblement dans la rue pour l'avenir de ses enfants. Est-ce qu'on descend dans la rue pour, sachant que là, tel qu'on est parti, en cours de siècle, nos enfants ne pourront plus voir d'éléphants, de lions à l'état sauvage, probablement dans le monde, que la biodiversité est en train de disparaître comme le sable dans la main. Donc il faut aussi que le citoyen, à un moment ou à un autre, au-delà de ces difficultés immédiates, il s'exprime. Là, il y a eu par exemple hier en France une pétition où les gens demandent une journée par semaine où on ne mange pas de viande et pas de poisson. Il faut que ce type d'initiative se multiplie, mais alors que du coup, de l'autre côté, les politiques se saisissent de ça. Et pour vous, personnellement, donc l'action maintenant, elle est en dehors des gouvernements. Je pense que je dois être résolument du côté des porteurs de solutions. Parce que les solutions, elles existent, mais elles restent l'exception alors qu'elles doivent devenir la norme. Comment faire en sorte de créer une espèce de lobby des consciences, de faire émerger un lobby des consciences qui exprime ce à quoi ils sont prêts et qui impose au gouvernement, d'une manière très pacifique, les 10-15 mesures qui permettent véritablement de rentrer dans une mutation irréversible et qui soient à la hauteur des enjeux. Il y a probablement un peu d'utopie dans ce que je suis en train de vous dire, mais je pense que la seule utopie aujourd'hui, c'est de penser qu'on peut continuer le modèle existant et que ça va bien se terminer. Ça, c'est de l'utopie. Nicolas Lyon, merci beaucoup. Merci à vous. Bon retour au Québec. Merci.